Jean-Pierre Martel, beaucoup de questions. Vous êtes vraiment de retour aujourd'hui. Beaucoup de questions des auditeurs auditrices à propos des actualités horticoles, entre autres les fameux nématodes. Définitivement. Oui, c'est le temps parce que les nématodes, bon, on le sait, là, pour les gens qui ont eu des problèmes avec les vers blancs, c'est la solution biologique numéro 1. Là. Puis le traitement, je veux en parler, c'est que le traitement d'automne, c'est le plus efficace parce que la larve est vraiment à son stade le plus jeune. Donc, le nématode, c'est un ver microscopique qui va aller parasiter la larve. Puis l'autre chose, c'est que pour que le nématode soit efficace, ça prend beaucoup d'eau dans le sol. Puis on le sait, normalement, à l'automne, on a plus de pluie. Donc, l'application devrait se faire là, en septembre, de bien arroser. Puis après ça, le nématode va vivre quand même une bonne période de temps. Donc, c'est le temps d'y penser. Et autre chose dans les actualités, je veux clore avec ça, Daniel. Saviez-vous que en Abitibi, on a subi cette année une épidémie de la livrée des forêts? Qu'est-ce que c'est exactement C'est ça? les fameuses chenilles attentes. Puis, je regardais justement sur Internet, c'est des épidémies qui arrivent, là, c'est assez cyclique. Il y en a eu en 1930 à 39. C'est surtout sur une période de temps, 49 à 54, 65 à 68, 85 à 95. Je me souviens, à cette époque-là, 85 à 95, il y en avait eu ici dans la région tellement que le petit train de Wakefield n'était pas capable de partir, de monter, tellement il y avait de chenilles sur la voie ferrée. Donc, il n'y avait pas de prise comme telle. Et puis, si vous regardez sur Internet, faites juste une petite recherche. Là, en Abitibi, là, il y en avait sur les parcomètres, il y en avait partout dans le secteur de Rouyn-Noranda. J'en parle, Daniel, parce que normalement, ça migre vers nous. Oh. Donc, d'ici 1 an ou 2, on devrait avoir les soubresauts là, de cette épidémie-là. Qui s'attaquerait à quoi comme arbre? Principalement, quand elle est en nombre comme ça, elle s'attaque à peu près à tout ce qu'elle peut manger. Mais son hôte préféré, la livrée des forêts, c'est vraiment le peuplier faux-tremble. Donc, c'est pour ça que les épidémies font... Souvent, ils démarrent de ces endroits-là. Mais là, Jean-Pierre, là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que les frênes qui meurent. Il y a plein d'autres arbres. Je vois, entre autres, sur le boulevard des Hautes-Plaines, une série de frênes à abattre avec la ceinture rouge. Il y a des conifères aussi qui sont complètement dépouillés. Écoutez, Daniel, j'ai des gens qui me demandent, je veux un arbre là, qui a une valeur sûre. Est-ce qu'il y en a? On le sait plus. Il y a tout le temps un petit quelque chose. Il va falloir, comme je dis, là, faut s'en occuper. Si on a des arbres sur notre terrain, il faut s'en occuper. Question d'auditeur. Mon érable commence à rougir. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Pas nécessairement. Si c'est les érables à sucre et surtout les Acerobrum, les érables rouges canadiennes, souvent on dit un érable rouge, les gens ont la photo, l'image qui leur vient en tête, c'est les fameux érables de Norvège Crimson King à feuilles rouges. Mais la vraie érable rouge, c'est celle qui est verte, c'est celle qui rougit. Non, ils ont commencé, Daniel. Si on va en forêt, il y a des érables qui commencent. C'est surtout la rubrum, c'est la première. Est-ce que c'est normal? C'est difficile à dire. Est-ce que cet arbre-là est rendu dans son développement de cette année, prêt à laisser tomber ses feuilles, etc.? Moi, je m'inquiéterais pas, là, parce que généralement, en septembre, ça débute. Donc, mais ça arrive des fois qu'on en a une dizaine de plantés un près de l'autre, puis il y en a qui rougissent avant les autres. Donc, ça en prend un pour commencer. Ben, on dirait que oui, mais ça n'a rien à voir là, sur la santé de l'arbre. Mais probablement que l'érable qui est protégé par les autres va rougir moins rapidement. Ben, c'est vraiment la lumière qui affecte, aussi les gelées, ces choses-là. Bon. Mais c'est où cet arbre-là est rendu dans son développement. Là. Autre question. Est-ce que je peux consommer des pommes qui poussent sur un pommier qui a des champignons ou une autre maladie, dont celle dont vous nous parliez tout à l'heure? Oui, brûlure bactérienne, c'est certain que les pommes ne sont pas affectées. C'est vraiment s'il y avait des pommes sur les branches affectées, ils vont tomber avec le noircissement de la branche. Puis l'autre maladie, c'est la tavelure. La tavelure fait une tache sur la pomme, mais la chair est bonne. C'est seulement la pelure là, qui est affectée. Donc, ça peut être consommé sans problème. Os moulu dans le jardin, est-ce que c'est bon? Oui, c'est très bon, mais rappelez-vous toujours que lorsque vous travaillez avec de l'os moulu, Daniel, c'est pas disponible immédiatement pour les plantes, contrairement à d'autres engrais. L'os moulu doit être décomposé par les micro-organismes pour devenir assimilable par les plantes. Puis souvent, ça peut prendre entre 1 et 2 saisons. Fait que oui, c'est bon de l'incorporer dans le jardin, mais attendez-vous pas à ce que ça soit tout de suite disponible. Immédiat. Ça va être l'année prochaine que vous allez avoir du phosphore dans le jardin, mais oui, c'est excellent. 3 minutes pour nous parler de l'arbre vedette de la semaine, le fameux Catalpa speciosa, qui est un arbre que j'adore, mais l'écorce est un peu comme du céleri et chaque année, je me demande si je vais le récupérer. Ça fait des fleurs comme des orchidées, c'est de toute beauté. La raison pour laquelle je voulais en parler, c'est parce que de plus en plus, on en voit dans la région. Puis le Catalpa speciosa, c'est un arbre à croissance
rapide. Il peut faire de très, très grandes pousses. Là, pratiquement, une branche peut pousser de 4 pieds là, dans une année. Les feuilles sont énormes, aussi, en forme de cœur. Puis, je voulais en parler justement pour faire un lien avec la fertilisation automnale. Ça, justement, c'est un arbre qu'il faut arrêter de fertiliser là, à partir du mois d'août. Il ne faut vraiment plus rien y donner pour qu'il ait le temps de s'endurcir, pour qu'il soit moins fragile. Le catalpa de l'Ouest, le catalpa speciosa, c'est un arbre qui peut venir pratiquement 10 à 12, 15 mètres de haut par à peu près 8 mètres de large. Il est zoné 4. Généralement, oui, il peut geler un petit peu l'hiver, mais il va repartir, il va se refaire. Mais comme je disais, croissance très rapide, feuille cordiforme qui est quand même très jolie. Floraison, lorsqu'il y en a, qui est très, très spectaculaire. Le bourgeon floral, des fois, peut être un petit peu fragile, mais généralement, sur 10 ans, il va vous donner au moins 6 années de floraison, là. Des grappes là, de clochettes là, blanches arrosées, style un peu orchidée. Orchidée. Ouais. Odoriférante. Ouais. Très, très... Mais le problème, c'est qu'au printemps, lorsqu'il devient fragile, il faut tailler les branches, tailler. Le tronc pousse, mais l'arbre ne prend pas d'ampleur, d'envergure. Oui, mais il y a quand même dans la région, il y en a plusieurs là, qui sont quand même relativement rendus matures. Mais comme je dis, étant donné que c'est une croissance très rapide, il faut faire attention à la fertilisation, il faut s'assurer qu'il soit bien endurci. L'autre avantage de cet arbre-là, Daniel, c'est qu'il n'y a pas de maladie ni d'insectes comme tel là, de diagnostiquer dessus. C'est un arbre qui est relativement résistant. La seule chose, c'est que c'est une croissance rapide, puis il peut être un petit peu fragilette, si on veut, là, par rapport à la rusticité. Le taux de mortalité? Bon, je dirais que sur 10, peut-être un par année qui passera pas, c'est quand même, c'est pas quelque chose qu'on remplace. Oui, peut-être les premières années, il va falloir le tailler, parce que souvent, on les vend, c'est une espèce de fouette, les branches sont même pas formées, puis en dedans d'un an, il va se former des branches sur le catalpa comme tel. Donc, les gens recherchent toujours des choses. Dites-vous toujours que lorsque vous avez un arbre qui pousse rapidement, souvent, c'est un bois mou. Il n'y a pas de bois dur qui pousse rapidement comme tel. Fait que si c'est un bois mou, ben là, il y a tout le temps une faiblesse à quelque part. Puis la faiblesse du catalpa, c'est peut-être sa rusticité. Mais si vous achetez un catalpa, assurez-vous justement d'arrêter la fertilisation au mois d'août pour s'assurer qu'il s'endurcisse. Mais chose certaine, c'est qu'en le taillant, parce qu'il ne donne pas de boutons au printemps, on le taille pour le stresser puis le faire débourrer, ben là, les feuilles poussent, elles sont énormes. C'est comme une grosse assiette de cuisine. Et là, ça devient lourd, la branche casse. Ça peut... Ouais, on commence à zéro, Jean-Pierre. Parce que c'est un bois mou. Ça prend un petit peu de temps à le former, mais c'est quand même un arbre là, qui est très, très intéressant. L'autre chose, Daniel, qu'il faut savoir, c'est que le catalpa, faut pas s'être nerveux trop au printemps parce que c'est un des derniers arbres à bourgeonner. Je sais. Fait que à tous les printemps, les gens qui ont des catalpas nous appellent, nous disent « Je pense qu'il est mort. » On y va, on gratte en dessous, il est vert, puis là, tranquillement, il débourre. Ou il fait des branches sur le tronc. Ouais, ben ça, il faut enlever ces gourmands-là. Jean-Pierre, nous vous retrouvons dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Alors, d'autres questions d'auditeurs. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bon 2 semaines. Et nous, Madame, Monsieur, nous nous retrouvons tout de suite après les informations nationales et internationales. Vous écoutez Vos Divines Tentations sur ici Radio-Canada Première, dans la région de la capitale fédérale, c'est-à-dire Ottawa et Gatineau. À tout de suite, il fait 17 degrés.